Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaiterais d'abord remercier l'ambassadeur du Mexique en Algérie, Gabriel Rosenzweig, ainsi qu'au directeur du Centre culturel universitaire, Ricardo Jiménez, pour m'avoir confié la présentation de cette conférence. Je suis ravi et en même temps honoré de vous parler d'un Mexicain d'exception à qui j'admire profondément, en l'occurrence le poète, essayiste et diplomate Octavio Paz, à l'occasion du trentenaire de l'obtention de son prix Nobel de littérature. Je vais vous offrir un portrait cerné d'Octavio Paz mettant en lumière 23 ans de sa vie, pendant lesquels il a fait partie du service extérieur mexicain, c'est-à-dire ces années vécues entre San Francisco, New York, Paris, Delhi, Tokyo ainsi qu'à Mexico, de 1945 à 1968. À ces fins et pour illustrer son œuvre, je me permettrai aussi de lire en espagnol des passages de quelques-uns de ses poèmes. À l'évidence, Octavio Paz n'était guère un diplomate conventionnel. Son esprit avait été touché par la poésie bien avant d'être devenu diplomate, car depuis sa première jeunesse, il était dépêché par un esprit de liberté. Héritage de famille, son grand-père, Irineo Paz, un caractère romantique, avait été journaliste, historien, romancier, éditeur et imprimeur. À l'époque du romantisme finiséculaire, Irineo Paz incarnait les airs qui annonçaient la fin d'un siècle de révolutions et de grandes découvertes. Sa bibliothèque a été le trésor précieux hérité à son petit-fils Octavio. Fils unique d'un Andalous et d'un avocat zapatiste, Octavio Paz s'est éduqué au sein d'une famille bourgeoise mais progressiste, et pourtant vouée à la décadence des débuts du XXe siècle. Une famille qui habitait une ancienne maison, aux chambres vides, une demeure qui croulait, telle que les bateaux s'abandonnaient au port après avoir fait le tour des océans, située dans les quartiers de Mixcoac, aux alentours de Mexico. Entre les jardins et la bibliothèque, l'enfant de la famille Paz passait ses jours, par moments, à regarder l'invasion des plantes, par d'autres à lire des romans qui réveillèrent l'imaginaire et la rêverie. L'étape des diplomates de poète a ses racines vers 1939, à l'époque où il sera de retour au Mexico, après avoir voyagé en Espagne, où il a participé au congrès des écrivains antifascistes à Valencia. À l'époque, il écrivait des poèmes qui annonçaient un état d'âme déjà révolu par les mots, tels que palabra. Palabra, voz exacta y sin embargo equívoca, oscura y luminosa, herida y fuente, espejo. Espejo y resplandor, resplandor y puñal, vivo puñal amado, llano puñal, sí mano suave, fruto. Llama que me provoca, cruel pupila quieta, en la cima del vértigo, invisible luz fría, cavando en mis abismos, llenándome de nada, de palabras, cristales fugitivos que a su prisa someten mi destino. Quelques années plus tard, en 1944, alors qu'il bénéficiait d'une bourse d'études à Berkeley en Californie, aux États-Unis, il a réussi à être embauché au consulat du Mexique à San Francisco en tant qu'employé administratif. Ce salaire lui permettra de boucler ses fins de mois, car après la mort de son père et de son grand-père, il n'avait plus de support familial. À partir de ce moment, et pour au moins les deux décennies qui suivraient, Paz deviendra, grâce à ses métiers, un observateur privilégié des mutations qui façonnèrent le monde de l'après-guerre et de la guerre froide. À ce moment, il s'introduira au labyrinthe de la diplomatie et commença à concevoir son œuvre plus connue, le labyrinthe de la solitude. À fur et à mesure, deviendra un homme dans son siècle, le poète dans la diplomatie, un diplomate, un Mexicain au monde. Moi, aussi diplomate mexicain, j'ai servi au début de ma carrière dans un consulat du Mexique en Californie, à San Bernardino. J'ai témoigné de près les phénomènes de la migration des Mexicains aux États-Unis. Grâce à cette expérience, j'ai réfléchi comment est-ce que représenter l'image des Mexicains et du Mexique aux États-Unis et comment est-ce que ces reflets touchent à rebours la communauté mexicaine. On part d'une question d'identité en échec, dont Paz a observé lui aussi de près, et a ensuite mis son examen dans l'essai qui ouvre le labyrinthe de la solitude, à savoir
el pachuco y otros extremos. Au fond, el pachuco, ce qu'on appelle maintenant el cholo, le stéréotype de rastaquouère à la mexicaine, habitant des faubourgs de Los Angeles, c'est le migrant marginalisé. C'est celui qui démontre les effets de l'aliénation, d'abord par la façon dont il s'habille, défiant les modes standardisés, ensuite par la parole, en transgressant les normes du langage. Avant tout, le pachuco est allure et langage mis en question. Poète fasciné par l'usage des mots, on comprend pourquoi Paz s'est porté à ce sujet tout d'abord dans son chef d'œuvre, car le pachuco incarne la disruption, le bouleversement, le rocambolesque. J'ose dire que le stéréotype dépeint par Paz, c'est à l'image de la liberté menée à l'extrême. La liberté comprise, que ce soit dans le sens du dépassement des délimitations géographiques, soit par la rupture du langage, ou à l'image du spanglish, les calembours des pachucos. En bref, la liberté de créer un nouveau mode, un nouveau mode de vie en terres inconnues. Mais au-delà de l'expérience de la migration, ces premiers tours lui a aussi permis de témoigner un événement très significatif au XXe siècle, à savoir la fondation de l'Organisation des Nations Unies, tenue à la conférence de San Francisco et la signature de la charte de l'ONU en 1945, en juin de 1945. Encore témoigne privilégié, il observe aux côtés de la délégation mexicaine présente aux sessions de travail la naissance d'un nouvel ordre mondial, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début de la guerre froide. Grâce à sa génie, Paz obtiendra la confiance du chef de la délégation mexicaine, le poète et diplomate José Gorostiza. Quelques mois après la conférence de San Francisco, Paz a été promu et affecté au consulat du Mexique à New York. Pourtant, il n'y restera pour beaucoup de temps car à la fin de 1945, il sera à nouveau transféré, mais cette fois en tant que troisième secrétaire à l'ambassade du Mexique à Paris. Au fil des années vécues à Paris de l'après-guerre, Paz deviendra profondément cosmopolite. Se trouvant là où l'histoire s'écrivait, aurait créé des vers libres ou en prose, fortement influencés par le surréalisme. Ami proche d'André Breton, il a aussi fait des amitiés avec Albert Camus, à qui il considérait d'une intelligence très cordiale, ou mieux, d'une cordialité intelligente. En même temps, il faisait ses horaires au bureau de l'ambassade, de façon discrète, sans figurer dans les affaires officielles. Dans Visión del Escribiente, Paz décrit sa vie de burócrata. Y llenar todas estas hojas en blanco que me faltan con la misma monótona pregunta, ¿a qué hora se acaban las horas? Y las antesalas, los memoriales, las intrigas, las gestiones ante el portero, el oficial en turno, el secretario, el adjunto, el sustituto, vislumbrar de lejos al influyente y enviar cada año mi tarjeta para recordar a quién, que en algún rincón decidido, firme, insistente, aunque no muy seguro de mi existencia, yo también aguardo la llegada de mi hora, yo también existo, no, abandono mi puesto. Frente a mí se extiende el mundo, el vasto mundo de los grandes, pequeños y medianos, universo de reyes y presidentes y carceleros, de mandarines y parias y libertadores y libertos, de jueces y testigos y condenados, estrellas de primera, segunda, tercera y n magnitudes, planetas, cometas, cuerpos errantes y excéntricos o rutinarios y domesticados por las leyes de la gravedad, las leyes sutiles de la caída. Et c'est dans cette époque, dans les années de l'établissement de la Ve République française sous l'égide du général Charles de Gaulle, pendant la reconstruction de Paris dans l'après-guerre, lorsqu'il s'est familiarisé avec les dossiers algériens. Attaché aux valeurs de la liberté plus profonde, Octavio Paz côtoyait les cercles des anarchistes espagnols exilés à Paris et au même titre se déclarait en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Il prenait distance d'Albert Camus, car on le sait, Camus a hésité à exprimer son appui à la cause indépendantiste. Dès la fin de 1945 jusqu'en 1951, Paz a dévoré Paris. En tant qu'attaché culturel à l'ambassade mexicaine, il a dépassé les limites de la fonction diplomatique
jeune diplomate, ne cachait pas son appui à des causes qui n'étaient pas dans l'agenda politique de l'ambassade. Sa présentation à Cannes en 1951 du film censuré au Mexique, Los Olvidados, du réalisateur espagnol exilé au Mexique Luis Buñuel, a été ras-le-bol et a contribué à une réputation qui ne plaisait pas les autorités en capitale. Il avait publié un texte qui louait la valeur du film, car dévoilait au grand écran l'image d'un Mexique pas vu auparavant. C'est des enfants de la rue et la misère dans la capitale. À cette étape, il a publié son recueil de poèmes en prose, Águila o Sol. Comienzo y recomienzo y no avanzo. Cuando llego a las letras fatales, la pluma retrocede. Una prohibición implacable me cierra el paso. Ayer, investido de plenos poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible. Un trozo de cielo, un muro impávido ante el sol y mis ojos, un prado, otro cuerpo. Todo me servía. La escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra, adolescencia, tierra arada por una idea fija, cuerpo tatuado de imágenes, cicatrices resplandecientes. El otoño pastoreaba grandes ríos, acumulaba esplendores en los picos, esculpía plenitudes en el Valle de México, frases inmortales grabadas por la luz en puros bloques de asombro. Hoy lucho a solas con una palabra, la que me pertenece, a la que pertenezco, cara o cruz, águila o sol. Encore 12e secrétaire, après 7 ans de service, il sera transféré en Onde au mois d'octobre 1951. À partir de là commence une sorte d'exil où au moment de quitter Paris, tout se précipitera. Sa vie personnelle bascule, son mariage avec l'écrivaine mexicaine Elena Garro deviendra tourmenté, et pourtant il tiendra ses pieds au service extérieur. La vie de diplomate devient incertaine ou même calamiteuse des fois. On ne va pas d'un bout à l'autre du monde sans souffrir les effets du dépaysement. Le cas d'Octavio Paz nous touche, à nous les diplomates mexicains, car il est un des nôtres. Il a servi le Mexique, il a sacrifié sa vie familiale, il a renoncé à une vie, disons, sédentaire pour traverser les océans et s'aventurer aux terres éloignées de la patrie. Moi, je lui admire et humblement je me sens identifié à lui. Paz, inspiré et encourage, il nous enseigne à nous dédier au devoir avec discipline, sans relâche, mais aussi à embrasser inlassablement la liberté et garder l'indépendance. Entre 1951 et 1953, ce fut l'Inde et ensuite le Japon pour de courtes tournées. Et pourtant les anecdotes y abondent. Il convient mieux de citer un des poèmes écrits à l'époque, lorsqu'il habitait des passages à des hôtels avec Elena Garro, touchée grièvement par la maladie à Tokyo, et avec leur petite fille, Laura Elena. No hay salida, todo está lejos, no hay regreso, los muertos no están muertos, los vivos no están vivos. Hay un muro, un ojo que es un pozo, todo tira hacia abajo. Pesa el cuerpo, pesan los pensamientos. Todos los años son este minuto, desplomándose interminablemente. Aquel cuarto de San Francisco me salió al paso en Bangkok. Hoy es ayer, mañana es ayer. La realidad es una escalera que no sube ni baja. No nos movemos. Il demandait une augmentation de salaire et d'être promu. Ni l'un ni l'autre ne sont arrivés, tandis qu'il travaillait sans repos à l'ouverture de l'ambassade mexicaine au Japon. Après 9 ans d'avoir quitté le Mexique, Paz est rentré au pays à l'âge de 38 ans en 1953. L'Ulysse mexicain retrouva son Ithaca et a revu sa maison bateau à point d'écrouler à Miscuac. Tout est connu et pourtant tout est méconnu. On dit qu'on ne revient jamais au même fleuve, car sous les ponts les eaux y courent sans fin. Ainsi, l'endroit où on est né restera toujours en train d'échanger. Par jalousie ou par cause de savoir éloigné des communistes, Paz n'alla pas être accueilli à Mexico par la communauté intellectuelle et artistique avec des lauriers, mais plutôt comme s'il entrait dans un marécage. On dit jamais on ne devient prophète au bled de chez soi. Fils unique, fils prodigue, fils de la contradiction,
et de la révolution mexicaine, il devra recommencer à se tracer une nouvelle vie chez lui. À la chancellerie, il sera nommé sous-directeur au département des organisations internationales, sous l'ombre d'un arbre nommé José Gorostiza, l'auteur du poème Muerte sin fin, ou Mort sans fin. Encore entre la poésie et le bureau, il arrivera à concilier les heures passées à la chancellerie avec l'écriture. Ainsi, dans sa autobiographie Itinerario, Paz décrit le mouvement à travers l'espace et le temps, son itinéraire à travers le monde grâce au service exterior. Itinerario, relato y descripción de un viaje a través del tiempo entre dos puntos, uno de salida y otro de llegada. La línea que traza ese trayecto no es la recta ni el círculo, sino la espiral que vuelve sin cesar y sin cesar se aleja del punto de partida. Extraña lección, no hay regreso, pero tampoco hay punto de llegada. À l'image de l'espiral, à nouveau il sera affecté à Paris, où il sera réparti en 1959. Cette fois nommé chargé d'affaires ad interim, promu ministre, divorcé, Paz alla rencontrer Paris différemment. Mais la spirale aura donné un nouveau tour à la montée quand il alla être nommé ambassadeur du Mexique en Inde en 1962. Le poste d'ambassadeur entraîne un engagement profond ainsi que l'écriture de la poésie. Dans ce sens, je pense que la diplomatie c'est un art. C'est bien sûr un métier, mais c'est un métier qui demande de la technique aussi bien que de l'intuition. Il n'est pas évident, car il s'agit d'un métier à longue haleine. Paz a été ambassadeur à l'image du Mexique, accueillant, généreux, ouvert. Sur son expérience en Inde, on peut citer le poème Mutra. Como una madre demasiado amorosa, una madre terrible que ahoga, como una leona taciturna y solar, como una sola ola del tamaño del mar, ha llegado sin hacer ruido y en cada uno de nosotros se asienta como un rey. Y los días de vidrio se derriten y en cada pecho erige un trono de espinas y de brasas, y su imperio es un hipo solemne, una aplastada respiración de dioses y animales de ojos dilatados y bocas llenas de insectos calientes pronunciando una misma sílaba, día y noche, verano, boca inmensa, vocal hecha de vaho y jadeo. Il me revient à l'esprit des images enregistrées lors de la visite du romancier argentin Julio Cortázar et son épouse Aurora Bernardes à Delhi, prise en film 8 mm, maintenant disponible en YouTube. On voit l'ambassadeur Paz avec Cortázar danser ensemble à la musique traditionnelle indienne dans les jardins de la résidence mexicaine. Mis à côté le travail d'ambassadeur en Inde, où il a servi pendant le mandat d'Indira Gandhi, c'est dans ce pays où notre Octavio Paz a trouvé l'amour. En Inde, Paz a connu la femme qui serait sa compagne pour le reste de sa vie, Marie-Josée Tramini. Sa gestion en tant qu'ambassadeur de 1962 jusqu'à 1968 a eu des effets dans le long terme, tant diplomatiques et culturels. Et c'est ainsi que jusqu'à nos jours, la figure de Paz et ses œuvres sur l'Inde sont essentielles pour connaître l'histoire de la relation bilatérale avec le Mexique. Comme on le sait en 1968, le monde, au moins le monde occidental, s'est révolu. Dans plusieurs capitales d'Europe et d'Amérique latine, des jeunes et des mouvements de gauche sont sortis dans les rues pour se manifester contre le statu quo. Le 2 octobre de cette année, à la veille de l'inauguration des Jeux olympiques, au Mexique, une manifestation des étudiants est devenue sanglante lorsque des soldats ont ciblé sur les manifestants réunis dans la place de Tlatelolco. Beaucoup d'encre a coulé sur les raisons qui ont motivé Octavio Paz à renoncer à son poste d'ambassadeur en Inde lors de ces malheureux événements. Les détails sont connus. Lorsque les informations sur ce qui s'était passé à Tlatelolco commencèrent à circuler à travers le monde, Paz a accéléré ce qu'il avait déjà prévu, c'est-à-dire de quitter le service extérieur. Sa sortie a eu un effet percutant au Mexique et dans les circuits diplomatiques. Le régime, qui cherchait à minimiser la crise face au rendez-vous olympique, a accusé réception avec hermétisme. Encore une fois, Paz confrontait ses intérêts personnels et politiques
voire artistique, aux intérêts officiels. Une débâcle qui aura marqué sa carrière et mis en avant son esprit marqué par l'indépendance et la liberté. Le 10 décembre 1990, Octavio Paz a reçu le prix Nobel de littérature à Stockholm. Le discours qu'il a prononcé à cette occasion débutait par définir les mots merci ou gracias en espagnol. Je me permettrai de boucler mon intervention ici avec les premières lignes du discours de celui a quien rend hommage ce soir. Comienzo con una palabra que todos los hombres, desde que el hombre es hombre, han proferido. Gracias. Es una palabra que tiene equivalentes en todas sus lenguas y en todas es rica la gama de significados. En las lenguas romances va de lo espiritual a lo físico, de la gracia que concede Dios a los hombres para salvarlos del error y la muerte, a la gracia corporal de la muchacha que baila o la del felino que salta en la maleza. Gracia es perdón, indulto, favor, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, ademán que revela las buenas maneras y, en fin, acto que expresa bondad del alma. La gracia es gratuita, es un don. Aquel que lo recibe, el agraciado, si no es un mal nacido, lo agradece, da las gracias. Es lo que yo hago ahora con estas palabras de poco peso. Espero que mi emoción compense su levedad. Si cada una fuese una gota de agua, ustedes podrían ver a través de ellas lo que siento, gratitud, reconocimiento y también una indefinible mezcla de temor, respeto y sorpresa al verme ante ustedes en este recinto que es, simultáneamente, el hogar de las letras suecas y la casa de la literatura universal. Muchas gracias.